1 à 2 de la population serait directement concernée par ce que l'on appelait autisme et que l'on nomme aujourd'hui trouble du spectre autistique. Cette dénomination n'est pas le seul changement concernant cette affection, loin de là. Longtemps, l'autisme fut considéré comme une maladie incurable, conçue comme un trouble de la relation, la faute en incombant avant tout aux caractéristiques psychologiques des parents, notamment de la mère, lourdement stigmatisée. Parfois aussi des vaccins, voire une intolérance au gluten, furent accusés. Heureusement, ces 20 dernières années, les progrès en génétique et en neurosciences ont transformé le regard et les représentations autour de l'autisme. Le trouble de la relation a fait place au trouble du neurodéveloppement, la responsabilité maternelle à l'origine génétique et environnementale, l'incurabilité à la possibilité d'une réelle prise en charge. Et la recherche est très active dans ce domaine. Que sait-on aujourd'hui de ces troubles du spectre autistique? Comment fait-on le diagnostic? Quelles origines possibles à ce dysfonctionnement? Quelle prise en charge propose-t-on? Et la vie des patients et de leurs familles a-t-elle vraiment changé? Pour répondre à toutes ces questions, le docteur Boris Chaumette. Boris Chaumette, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université Paris-Cité, chercheur à l'Institut Pasteur et à l'INSERM, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et auteur du livre Schizophrénie et génétique, un ADN de la folie, paru chez Humaine Science, c'était en janvier 2024. Alors, avant de parler présent et avenir, je voudrais qu'on revienne sur le passé, un passé pas si lointain, allons dans les années 80. Qu'est-ce qu'on savait en 80 de l'autisme et qu'était l'avenir de ces enfants? On a fait énormément de progrès depuis ces 20, 25, 30, 40 dernières années. Effectivement, avant, on avait des oppositions. Par exemple, on parlait d'autisme de Kanner, c'était des autismes très sévères. Et on opposait ça aux autismes d'Asperger, qui étaient des autismes plutôt d'un bon niveau intellectuel. On a complètement cassé ces barrières artificielles. On pourra revenir pourquoi on les a cassées. Mais en tout cas, on a compris aujourd'hui que c'est un trouble du neurodéveloppement, un trouble du développement du cerveau qui donne des symptômes et qui peut être pris en charge, qui peuvent être accompagnés, rééduqués pour améliorer la qualité de vie de ces personnes. Mais quand on parlait de troubles de la relation, effectivement, on accusait les parents, et je le disais, beaucoup les mères, d'être à l'origine de la maladie de leur enfant, ce dont elles n'avaient pas besoin en plus, il faut bien dire. C'était quoi? C'était une thèse psychanalytique? Vous avez raison qu'il y a pendant longtemps eu la culpabilisation était portée sur les parents, et en particulier les mères. Vous avez tout à fait raison, on parlait de mère réfrigérateur, quelle terrible histoire. Horrible. Je pense qu'aujourd'hui, on a complètement inversé les choses. On a compris qu'il y avait des origines biologiques sur lesquelles personne n'était coupable, et qu'autour se construisait la famille avec sa dynamique de familiale, avec ses difficultés face à la maladie de l'enfant. Donc on a inversé la question de la cause et de la conséquence. Je suis toujours assez frappé quand on parle de psychanalyse. On est probablement en France un pays qui promeut encore beaucoup ces techniques, qui ne sont pas validées. La Haute Autorité de Santé rappelle que l'usage de la psychanalyse n'est pas adapté dans le champ de l'autisme. Et en fait, quelque part, on se base sur des théories qui ont plus de 100 ans. Dans quelle spécialité médicale on accepterait de baser notre prise en charge sur des dogmes ou des concepts ou des théories qui datent de plus de 100 ans? Aujourd'hui, on a des données modernes qui nous permettent d'appréhender différemment les troubles et de faire progresser l'accompagnement des personnes. Alors pareil, justement, vous parlez de très nombreuses années d'idées qui restent. Eh bien, il y a une polémique qui attribue à l'origine de l'autisme à un vaccin, le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. On y revient parce que c'était un papier publié dans le Lancet qui était une revue scientifique tout à fait remarquable. Mais bon, voilà, il n'y avait pas suffisamment d'enfants dans l'étude. L'étude a été entièrement démontée. On a même, c'est totalement exceptionnel, retiré l'article du Lancet. Donc on sait que tout ça est entièrement faux, mais l'idée continue de circuler et d'être toujours relayée sur les réseaux. C'est très rapide de développer une fake news. Et ensuite, c'est très difficile de la combattre. La première étude que vous citez, 1998 dans le Lancet, très bon journal, c'est publié à partir de 12 enfants. C'est ça. On a montré que l'auteur principal avait en plus des conflits d'intérêts, avait une position très militante vis-à-vis des vaccins. Et ensuite, on a fait des dizaines d'études qui portent sur des millions de personnes dans le monde et on a montré qu'il n'y avait pas de surrisque lié à la vaccination. Mais le temps qu'on déconstruise cela, ça prend beaucoup de temps. Alors, le papier dans le Lancet a été retiré. C'est aussi un gage de qualité. Une revue qui est capable de faire un moment un papier et de dire ensuite derrière, finalement, on s'est trompé, la science a montré que, et on revient en arrière et on retire ce papier. Ça, c'est un signe de qualité d'une étude, ou donc d'une qualité d'une revue. Mais malheureusement, le mal est un peu fait et parfois est repris pour des gens qui ont des intérêts aussi à reprendre ce type de fake news. Qu'est-ce qui a vraiment fait basculer donc notre regard sur l'autisme? C'est quel progrès scientifique? C'est la génétique, c'est l'imagerie, c'est les neurosciences, c'est quoi? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a la question de l'avancée des connaissances scientifiques. En fait, l'homme est un animal narratif. On aime bien se raconter des histoires. Donc, quand il y a du vide, on invente, on construit des idées. On comble le vide, exactement, sans avoir forcément le support scientifique. Donc, mettre de la science là où on ne connaît rien, ça fait progresser la compréhension des choses. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est les familles.
les familles ont fait énormément pour changer le regard. Et justement, ces personnes qui étaient culpabilisées avant, maintenant, sont parfois des fers de lance de la recherche, voire développent de la recherche participative, viennent voir les chercheurs en disant « nous, on aimerait travailler dessus, on aimerait démontrer nos concepts, nos idées ». Et donc, c'est les deux piliers, les chercheurs et les médecins, et de l'autre côté, les familles. Alors aujourd'hui, donc je le disais, on parle plus de troubles de la relation, mais troubles du neurodéveloppement. Est-ce que vous pouvez très simplement nous expliquer ce qu'est le neurodéveloppement et quand est-ce qu'il commence? Il commence très tôt dans le développement d'un enfant. Dès la période in utero, dans le ventre de la mère, il commence à y avoir la création de neurones, la migration des neurones selon un certain gradient, notamment pour qu'on forme un cerveau. Un cerveau, c'est très complexe, il y a différentes couches de cellules, il y a des replis. Donc toute cette migration, cette maturation cérébrale, elle commence dès le ventre maternel. Il va se prolonger, cette maturation, à la naissance. Donc les premiers temps de la vie, les interactions qu'on a à ce moment-là, l'exposition à l'environnement, vont continuer à façonner le cerveau. Et le cerveau, il va maturer parfois jusqu'à 25-30 ans. On a encore la mise en place de ce qu'on appelle les gaines de myéline, donc une espèce d'isolant qui permet la conduction du système électrique. Donc on a encore beaucoup de choses au moment de l'adolescence qui peuvent progresser. C'est pour ça que rien n'est figé. Et qu'une difficulté au début peut finalement complètement se corriger ou s'amender en grandissant. Il y a aussi l'inverse, parfois à l'adolescence peuvent démarrer d'autres choses sur un terrain neurodéveloppemental, il peut y avoir une sorte de suraccident, quelque chose qui vient basculer ici la trajectoire de l'individu. Alors ces troubles du spectre autistique donc s'inscrivent dans ces troubles du neurodéveloppement, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a les troubles que l'on appelle DIS, les dyslexies, dyspraxies, ou également des troubles de l'attention. Tout ça peut s'associer ou parce que ces enfants qui ont des troubles du spectre autistique peuvent aussi avoir des troubles, par exemple, de l'attention? C'est même la règle, c'est pas l'exception d'avoir des associations de ce différents types de troubles. À l'extrême, si vous baissez toutes les capacités cognitives, on a ce qu'on appelle le trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait avant la déficience intellectuelle. Ensuite, si vous imaginez qu'il y a une anomalie de migration, par exemple des neurones dans telle partie du cerveau, vous allez avoir tel type de trouble, une dysorthographie, une dyscalculie, un problème de langage, etc. Si vous avez une anomalie au niveau des régions cérébrales qui vont gérer les relations sociales, à ce moment-là, vous allez avoir plutôt de l'autisme. Si vous allez avoir des difficultés dans la concentration, vous allez avoir un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc on voit que finalement, tout ça est expliqué par des anomalies qui impliquent différentes régions cérébrales et qui peuvent parfois même avoir des soubassements biologiques en commun. C'est pour ça que souvent, c'est des choses qui sont associées entre elles. Vous avez évoqué déjà des symptômes, et en fait, il y a de nombreux symptômes qui qualifient ces troubles, avec des degrés de gravité très variables. Clairement, enfin globalement, les symptômes des troubles du spectre autistique, c'est quoi? Alors c'est extrêmement variable, c'est pour ça qu'on parle de spectre. Il y a des enfants qui sont très lourdement handicapés avec un trouble du spectre de l'autisme et d'autres qui vont avoir un développement quasi normal en dehors de certaines difficultés. Et on a des exemples de professeurs d'université qui ont des symptômes autistiques. Donc vous voyez que ça peut être extrêmement variable. Ça repose sur deux grandes catégories de symptômes. Troubles de la communication et des interactions sociales. J'ai du mal à comprendre le langage non verbal. Je peux faire des contresens, des quiproquos. Je vais avoir du mal à établir, par exemple, le contact visuel ou à sourire en réponse à un stimulus. Deuxième type de symptômes, des comportements ou des intérêts restreints et répétitifs. Ça va se voir souvent dans des formes un peu extrêmes par des sortes de balancements, de stéréotypies motrices. Mais il peut y avoir d'autres symptômes beaucoup plus légers. Et c'est tout l'enjeu d'arriver à représenter toute cette variété du spectre. On peut avoir certains types de symptômes, parfois d'autres. Alors, on va parler dans quelques instants du diagnostic et c'est important, on verra pourquoi, de prendre en charge le plus tôt possible les enfants, donc que le diagnostic soit fait tôt. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Quels sont les signes qui peuvent alerter les parents et dès quel âge? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a changé le concept de ça. C'est-à-dire qu'avant, on disait, voilà les signes, attention, il faut checker, il faut faire attention. Aujourd'hui, il est inscrit dans les critères que l'inquiétude parentale est un critère majeur. C'est nouveau, effectivement. C'est-à-dire c'est l'écoute des parents vraiment respectueuse. Exactement. Et on donne le pouvoir aux parents. Un parent qui s'inquiète pour le développement de son enfant, surtout s'il a vu d'autres enfants, c'est peut-être le 3e, 4e de la fratrie, il a vu les autres qui se développaient différemment, il dit celui-là, il y a un problème, il faut entendre ce message-là. Et c'est un des critères d'accès aujourd'hui à un diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Donc vraiment, on a changé de ce côté-là. Ce qui peut être des signes un peu précis, c'est par exemple un enfant qui a du mal à sourire en réponse à un sourire parental. Ça peut se voir assez tôt, hein, quelques mois de vie. Il peut y avoir des difficultés dans les relations sociales. Un enfant qui va être un peu isolé de ses frères et de ses sœurs, qui va avoir du mal à s'intégrer à l'école. Des enfants qui peuvent avoir des crises de colère parfois. Alors évidemment, dès qu'on a une crise de colère, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble du neurodéveloppement, mais quand c'est un peu récurrent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là à surveiller. Et puis ensuite, tous les apprentissages, retard de langage, difficultés scolaires, tout ça, ça doit faire tirer la sonnette d'alarme.
ce qui est important à avoir aussi en tête, c'est que maintenant, grâce à des progrès aussi dans la façon dont on va screener ces enfants, il y a des critères et dans le carnet de santé, il y a une fiche de repérage précoce pour tous les enfants qui naissent. Tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau et ça a montré son efficacité, c'est-à-dire que on surveille le poids, la taille, le périmètre crânien, l'âge des poils pubiens, etc. Mais aujourd'hui, le médecin généraliste doit être aussi en première ligne pour repérer, tirer la sonnette d'alarme en disant l'enfant à tel âge n'est pas capable de faire ça. Et voilà ce qu'il faudrait faire pour accompagner l'enfant. Eh bien, on parle justement tout de suite de ce diagnostic et de l'origine de ce trouble. Carnet de santé consacré à l'autisme, un trouble du neurodéveloppement que l'on comprend mieux grâce aux progrès en génétique et en neurosciences, des progrès qui, on l'espère, changent le diagnostic et la prise en charge de ces enfants. On en parle avec le docteur Boris Chaumette, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, chercheur à l'Institut Pasteur et à l'INSERM. Longtemps, honnêtement, il y a eu une errance très longue pour les parents dont l'enfant présentait des signes qui évoquaient un trouble du spectre autistique. Le diagnostic, donc, vous l'avez dit, en gros, c'est la clinique, c'est de voir tout ce qui... cliniquement, dans l'attitude de l'enfant, la compréhension de l'enfant n'est pas conforme. Aujourd'hui, il n'y a pas une prise de sang, une imagerie cérébrale qui permettrait d'affirmer le diagnostic. Le diagnostic, il reste basé sur un faisceau d'arguments. C'est-à-dire qu'on voit le développement normal, on connaît le développement normal, on sait qu'à tel âge, un enfant doit faire telle ou telle activité. Par exemple, un jeu de faire semblant, il va jouer à la dinette, il va jouer à la voiture. S'il commence à aligner des objets, c'est un petits critères, voilà. Si on en ajoute d'autres, etc., ça doit tirer la sonnette d'alarme. Donc c'est un faisceau d'arguments qui nous conduit à poser un diagnostic. Mais si on fait une imagerie cérébrale à ces enfants, on trouve quelque chose ou pas? Alors pas toujours. L'imagerie cérébrale, il faut la faire. Pourquoi? Parce que parfois il y a des anomalies cérébrales qui vont faire penser qu'il y a une autre maladie qu'on va pouvoir prendre en charge un peu différemment. Et donc notamment, par exemple, si le périmètre crânien à un moment diminue ou augmente trop par rapport à l'âge de l'enfant, à ce moment-là, c'est un signe qu'il faut faire une imagerie cérébrale même en urgence. À l'inverse, vous avez aussi des électroencéphalogrammes qui peuvent être faits pour aller rechercher par exemple une épilepsie qui peut être fréquemment associée. C'est pas l'imagerie ou l'électroencéphalogramme qui va vous faire le diagnostic, mais ça va être utile pour la prise en charge. Pour la prise en charge. Je le disais, il y avait une vraie errance diagnostique de plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, cette errance a diminué? Est-ce qu'il y a assez de centres? Est-ce qu'il y a assez de médecins compétents? Est-ce que les généralistes sont assez formés? Les choses sont en train d'évoluer. Moi, je finis mes études il y a une dizaine d'années. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un seul cours pendant mes études de médecine sur la question du trouble du neurodéveloppement. Je vous rassure, moi non plus, mais s'il y a plus longtemps. Mais même pendant l'internat de psychiatrie, on n'avait pas tellement de formation en trouble du neurodéveloppement. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Le problème, c'est que les temps qu'on forme les médecins, les futurs médecins aujourd'hui, ça va prendre du temps avant qu'ils arrivent dans le cabinet, au contact des patients. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire des formations pour les généralistes, pour les psychiatres également. Et donc ça, c'est un vrai chantier. Mais aujourd'hui, grâce notamment à ces émissions comme vous faites là, mais aussi au focus qui est mis sur les troubles du neurodéveloppement, je pense qu'on a, pour la première fois dans le pays, on peut une lueur d'espoir de voir les choses s'améliorer. On parle toujours des enfants et des tout petits enfants autistes. On fait le diagnostic encore à l'âge adulte? On fait malheureusement encore parfois le diagnostic à l'âge adulte. Pourquoi? Parce qu'on peut aujourd'hui faire des diagnostics très précoces, des fois même à peine un an de vie, on arrive à faire un diagnostic. Le problème, c'est que comme les gens n'étaient pas formés, beaucoup d'enfants ont grandi, sont devenus des adultes, et aujourd'hui, on fait du rattrapage diagnostique en disant finalement, il y a encore beaucoup de gens qui disent ça, finalement, ma vie s'est construite autour de ça, j'en avais pas conscience, j'avais un certain degré de handicap, mais en relisant ma vie à l'âge adulte, je me rends compte qu'en fait, j'avais des troubles dès la petite enfance. On le fait aussi parfois à l'occasion d'autres symptômes ou l'apparition d'autres phénomènes, par exemple une anxiété importante, le développement de symptômes hallucinatoires parfois, qui se nourrissent de ce terrain neurodéveloppemental. Et donc, qui était là avant, de toute façon. Le terrain neurodéveloppemental était là par définition dès la toute petite enfance, puisque c'est un trouble du neurodéveloppement très précoce, donc dès le ventre de la mère. Mais on n'avait pas fait le diagnostic, et c'est à l'occasion d'autres symptômes qui se greffent à l'adolescence ou un peu plus tard qu'on relie les choses et que finalement on fait un rattrapage diagnostique. Alors les nouvelles prises en charge sont aussi liées à tout ce qu'on comprend aujourd'hui de ce trouble. Première chose, la cause génétique. Très importante, mais pas forcément un gène unique. Pas forcément un gène unique, mais on sait que la génétique joue un rôle majeur. Je vais prendre quelques instants pour préciser ça. La première chose qui est très utile, c'est de regarder les études de jumeaux. Les jumeaux, c'est formidable. Les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux? Les vrais jumeaux, ils ont 100% de l'ADN en commun. Quand ils ont 100% de l'ADN en commun, la concordance, si l'un est autiste, l'autre a un risque d'être autiste, de 60%. C'est énorme. S'il n'y avait pas de génétique du tout, ce serait le même taux que la population générale, vous avez dit 1 à 2% de la population. Les faux jumeaux, parce qu'on pourrait dire c'est l'environnement, ils ont été élevés ensemble, les vrais jumeaux. Donc on va regarder les faux jumeaux. Les faux jumeaux, ils partagent 50% de l'ADN en commun. Et ils ont grandi avec la même période, dans le même environnement. La concordance, elle tombe à 25%.
Donc ça veut dire que la génétique fait D'accord. énormément. Elle Énormément. ne fait pas tout, évidemment. Vous Mhm. voyez, c'est pas une concurrence totale, même quand on a 100% de l'ADN, mais elle fait énormément. La nouveauté, Oui. c'est que maintenant, on sait aller chercher ces gènes qui sont importants dans le trouble du neurodéveloppement. Systématiquement, pour faire un diagnostic? Alors aujourd'hui, on a la possibilité en France, et c'est unique dans le monde, donc pour une fois on peut se réjouir là-dessus, c'est qu'on peut accéder au séquençage de génome. Avant c'était fait, donc le séquençage c'est quoi? On va lire toutes les lettres de l'ADN. On pouvait le faire dans la déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on peut le faire dans les troubles du neurodéveloppement, même quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, pourvu que les symptômes soient assez sévères. Et on commence même à le faire dans les maladies psychiatriques. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gènes en commun. Donc finalement, ce spectre, il s'explique aussi parce que une cause génétique va donner des tableaux très variés. Il y a aussi l'environnement de la grossesse qui est important. Bien sûr. L'existence de quoi? D'infections maternelles, de médicaments pris par la mère? Les infections maternelles, effectivement. Et c'est pas un poids imposé à la mère qu'elle ait pris un médicament. Et non, malheureusement, elle ne peut pas grand-chose dans la prise de médicaments. Il y a des choses qui sont aussi de l'ordre de l'alcoolisation fœtale. Donc la prise d'alcool pendant la grossesse, on sait aujourd'hui que c'est très mauvais pour le développement de l'enfant. Les infections maternelles, et puis des médicaments, et vous le faites très bien de le souligner. On a parlé beaucoup de l'affaire Dépakine, par exemple. L'acide valproïque, cette molécule qui est vendue sous forme de Dépakine, elle a une importance pour le développement du cerveau de l'enfant quand il est pris par la mère. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a même un effet quand il est pris par le père. Et donc on conseille aujourd'hui d'arrêter ce type de traitement dans la période conceptionnelle pour le père. Nouveau warning aussi qui vient de sortir il y a quelques semaines sur la question du topiramate, qui est un autre antiépileptique. Attention aussi, prise de topiramate pendant la grossesse, il faut faire très attention. Il faut en parler avec son médecin. Il ne s'agit pas d'arrêter les traitements, parce qu'il y a des traitements qu'on ne pourra pas arrêter pour la mère, mais il faut avertir son médecin et faire ça dans le cadre d'un projet parental, prévoir les choses pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en œuvre. La grande prématurité est un facteur de risque ou pas? Prématurité aussi très importante. Tout ce qui va être en fait dans le développement très précoce de l'enfant. Donc évidemment, si l'enfant a eu un problème au moment de l'accouchement, qu'il y a eu un manque d'oxygène, s'il est né précocement, etc. Donc tout ça, ça va faire que le cerveau va se développer d'une certaine façon. Vous pouvez boire un petit peu, parce que je sens que vous avez soif, donc allez-y, je vais faire une question un peu longue. On parle beaucoup aussi de neuroinflammation et de ce fameux microbiote qui, quand il est en dysbiose, c'est-à-dire quand l'équilibre n'est pas respecté, peut créer une neuroinflammation. Le lien est prouvé aujourd'hui? Vous avez fait une très belle émission en décembre avec le professeur Sokol. Absolument. Que j'ai écouté avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup d'intérêt des familles et du grand public sur cette question du microbiote. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de preuve est un peu faible pour l'instant. C'est-à-dire que la génétique, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, quoi. Genre, on sait qu'il y a un point important, on connaît les gènes, etc. Le microbiote, c'est un peu nouveau. On a des niveaux de preuve qui sont plutôt faibles, des études qui sont assez limitées. Et surtout, il y a une question qui est la question de la causalité. C'est-à-dire, un enfant autiste, il peut avoir des particularités alimentaires. Et donc, s'il mange toujours la même catégorie d'aliments, il va modifier son microbiote. Donc là, on est peut-être en train de mesurer quelque chose qui est la conséquence plutôt que la cause. Donc, il faut faire assez attention dans ces études qui sont passionnantes. Mais qui laissent effectivement beaucoup d'espoir aux parents, et il faut être raisonnable sur ce qu'on pourrait éventuellement proposer. Oui, parce que c'est important d'avoir de l'espoir dans la recherche, Bien sûr. Mais il ne faut pas non plus créer de faux espoirs, parce qu'après, les attentes des parents vont être un peu déçues, et ça, c'est toujours très compliqué. Pourquoi il y a 3 ou 4 garçons touchés pour une fille, on sait? Il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'il y a des anomalies sur le chromosome X. Et les filles ont 2 X, les garçons ont un X et un chromosome Y. Le chromosome Y, il est tout petit, il ne suffit pas à compenser les anomalies génétiques sur le chromosome X. Donc il y a des formes d'autisme qui sont liées à des mutations particulièrement sur le chromosome X. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence aussi sociologique dans l'expression des symptômes. On connaît historiquement très bien les symptômes chez les garçons, ceux que je vous ai donnés au début. On connaît moins les symptômes chez les filles qui ont tendance à camoufler leurs symptômes. Donc ça peut passer parfois chez les filles par des difficultés relationnelles plus légères et puis des scarifications, des tendances à avoir beaucoup plus de dépression. Et donc finalement, on a moins de facilité à diagnostiquer les filles, elles sont moins repérées. Et souvent, ça passe par des conséquences, des filles qui vont se faire harceler, agresser, etc. parce qu'elles ont du mal à se prémunir de la difficulté dans les relations sociales. Alors ces nouvelles connaissances modifient-elles la prise en charge des enfants autistes? On en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. 1 à 2% de la population est considérée comme atteinte de troubles du spectre autistique, des troubles que l'on comprend mieux aujourd'hui grâce à une recherche très active. Que proposer à ces enfants comme prise en charge et avec quel espoir? On en parle avec le docteur Boris Chaumette, qui est enseignant à l'université Paris-Cité, chercheur à l'Institut Pasteur et à l'INSERM et psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Anthony Thomasson et à la vidéo Félix Delacour. Alors on imagine bien qu'on ne va pas prendre en charge de manière identique un enfant qui parle, un enfant qui ne parle pas, un enfant porteur de déficience intellectuelle,
intellectuelle et un enfant sans déficience. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, la prise en charge, on peut dire, est personnalisée aujourd'hui? Oui, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une pilule miracle qui retirerait de l'autisme, à savoir même si ce serait souhaitable, on pourrait en discuter, mais en tout cas, on a des mesures de compensation, c'est-à-dire qu'un enfant qui a une difficulté de langage, on va mettre de l'orthophonie, un enfant qui a une difficulté de la motricité, on va mettre une psychomotricienne ou un kinésithérapeute. Un enfant qui a une épilepsie associée, on va traiter l'épilepsie. Exactement. Et donc, du coup, la prise en charge, elle est quand même un peu individualisée. Il y a eu des essais cliniques aussi de traitements qui pourraient améliorer les symptômes. Il y a eu, par exemple, Traitement médicamenteux? médicamenteux, par exemple Mhm. l'ocytocine, mais qui s'est Mhm. relevée un peu décevante. Il y a d'autres essais en cours, par exemple l'arbaclofène, qui est une autre molécule importante pour réguler certaines transmissions entre les neurones. Les études sont souvent plutôt négatives et je vais vous dire probablement pourquoi. C'est que on a vu qu'il y avait différentes formes d'autisme. Et puis même pour un autisme particulier, il peut y avoir des causes très diverses. C'est-à-dire que des enfants qui des fois ont un tableau à peu près similaire, un va avoir une mutation dans un gène qui est important pour les synapses, l'autre va avoir une mutation pour un gène qui est important dans une autre partie du cerveau. Et donc finalement, on est souvent un patchwork de maladies. Et donc si on traite tout le monde de la même façon, en moyenne, on n'a pas d'effet. Donc aujourd'hui, il y a un effort pour aller faire des sous-groupes, faire de la médecine de précision, identifier des gens qui vont répondre différemment au traitement. Par exemple, sur l'Institut du Robert Debré du cerveau de l'enfant, il y a un essai qui est en train de se terminer pour des patients qui ont des mutations particulières dans un gène qui s'appelle SHANK3, qui est un gène important dans certains types de synapses, connexion entre les neurones, et on essaye des traitements comme de lithium. Et donc on dit, ces enfants-là, On donne normalement dans la bipolarité. voilà, par exemple, on détourne, on fait du repositionnement de molécules, on utilise une molécule qui est utilisable pour autre chose, et on la détourne pour traiter cette maladie-là. Autre espoir aussi pour les familles, il y a des essais aujourd'hui de thérapie génique, maladie rare par maladie rare. C'est des choses qui ne sont pas du futur, c'est des essais cliniques qui sont en cours, par exemple, à l'Institut Imagine. Donc vous avez des volontés aussi parfois d'aller modifier l'expression d'un gène pour corriger un tableau de neurodéveloppement très sévère. C'est pour des enfants très très sévères, comme le syndrome d'Angelman, par exemple. On connaît le gène, on connaît les symptômes, c'est des situations très très sévères. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'innovations. Et ça, c'est important, c'est que dans le champ du neurodéveloppement, on avait l'impression que c'était un peu poussiéreux, qu'on avait du mal à avancer, qu'on laissait les familles en déshérence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations et ça attire aussi un certain nombre d'évolutions et de jeunes médecins, de jeunes chercheurs qui s'intéressent vraiment à ces questions-là avec un prisme de précision. Alors, vous avez cité différentes techniques d'intervention d'ordre éducatif, cognitivo-comportemental, développemental. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup de querelles et de polémiques au sujet de certaines de ces thérapies tentées avec plus ou moins de succès par des parents, critiquées par des médecins, par des associations. Enfin, c'est un sujet qui est très tendu. Est-ce que c'est aujourd'hui apaisé, et je pense au bien de l'enfant, vraiment? Aujourd'hui, on a des arguments pour savoir ce qui marche. Il y a évidemment des développements pour savoir ce qui marchera demain. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a encore beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, de jeunes adultes qui sont en difficulté, et des familles qui se retrouvent dans une difficulté à accompagner leurs proches. Et donc ça ouvre la porte à des choses, soit à des fausses croyances, soit à des charlatans qui vendent tout et n'importe quoi autour de ça. Et c'est très important de dire aux familles de faire attention à ça. Il y a des méthodes qui sont éprouvées par la science. La science, des fois, elle doute. La science, des fois, elle ne sait pas. C'est pas une raison pour aller chercher des gens qui vous promettent la lune et qui vous offriront soit juste une perte de revenus, soit des fois qui vous feront passer à côté d'une vraie méthode qui aurait pu marcher. Vous avez parlé finances, on va rester dessus parce qu'on va parler de l'avenir de ces enfants, savoir s'il a beaucoup évolué ou pas. Et l'aspect financier est important parce qu'il y a souvent un reste à charge élevé pour les parents, ce qui est évidemment très injuste selon la situation financière des parents. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'améliore ou c'est toujours assez inégal? Malheureusement, on reste encore dans un tableau d'inégalité. Il y a quand même des choses qui bougent. Aujourd'hui, il y a sur l'ensemble du territoire des PCO, les plateformes de coordination et d'orientation qui sont déployées à large échelle. Et donc, il y a toujours une PCO à proximité du domicile d'un parent pour faire du repérage, du diagnostic précoce. Et il y a aussi le développement d'un forfait précoce pour avoir des soins, des accompagnements pour les enfants. Évidemment, c'est insuffisant, mais c'est en cours de déploiement et je pense qu'on va dans la bonne direction en ayant aujourd'hui une aide financière aussi pour les proches. Alors, concernant la scolarisation, est-ce qu'elle est aujourd'hui plus facile en milieu ordinaire? Ça aussi, c'est un gros sujet. Avant que vous ne répondiez, écoutez Laurent, le père de Gabin, un petit enfant autiste qui témoignait dans l'émission LSD, la série documentaire de France Culture. Quand Gabin a commencé la petite section, comme beaucoup de parents d'enfants autistes, il n'y avait pas d'AVS. Alors maintenant, on appelle ça des AESH. Il n'y en avait pas. Parce que le fait qu'une AVS à l'époque soit nommée, ou un AVS, eh ben, il fallait que ça passe dans les tuyaux de la MDPH. Et donc, du coup, il faut déjà attendre un bon trimestre avant d'avoir la notification de la décision qui arrive en cours de second trimestre. Et donc, au final, on ne va pas vous nommer
une AVS pour le dernier trimestre de l'année scolaire. Donc, l'AVS a été nommée en début de moyenne section. Donc, ça veut dire que toute la petite section, cette classe quand même qui est super importante, Gabin, il l'a faite au fond de la classe. Ou quelque part, de ce qu'on comprenait, on lui donnait des gommettes qui pouvait coller comme il voulait, on lui donnait un bouquin qui pouvait déchirer comme il voulait, et vas-y, il avait d'autant plus des troubles du comportement parce qu'au final, il n'était pas stimulé, alors que pendant ce temps-là, on apprenait les couleurs aux autres enfants, et cet épisode où la maîtresse de petite section a pleuré parce qu'elle n'arrivait pas à apprendre les couleurs aux enfants, et qu'il y avait 4-5 enfants qui devaient revenir un samedi matin pour apprendre les couleurs, parce que Gabin monopolisait trop d'attention dans la classe. C'est-à-dire que là, d'emblée, on comprend dès la petite section que Gabin ne sera pas accueilli comme les autres. Voilà, malheureusement, un témoignage qui est loin d'être unique. Ces AESH dont on parlait, accompagnant des élèves en situation de handicap, il y en a assez? Est-ce qu'ils sont assez formés? Le corps enseignant aussi est assez formé? Il y a deux problèmes. Je pense qu'il y a un problème d'attractivité de ces professions-là. C'est extrêmement difficile de trouver aujourd'hui des gens qui ont cette vocation, alors que c'est des très beaux métiers, qu'il faut probablement réenchanter un minimum cet accompagnement, parce qu'aujourd'hui, se dire je prends une année pour accompagner quelques enfants dans une classe et faire une vraie différence pour eux, c'est extrêmement positif pour la suite. La deuxième chose, c'est que l'école a longtemps été tenue à l'écart des diagnostics, des prises en charge. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le DAR, les dispositifs spécifiques d'autorégulation. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'on va apprendre à un enfant à réguler ses comportements, mais on va apprendre aussi aux enseignants, on va apprendre à l'entourage, c'est-à-dire les autres enfants de la classe, aussi ce que c'est que la particularité du trouble du neurodéveloppement. Et s'il y a une crise de colère dans l'établissement, comment on va gérer ça, avec éventuellement un espace d'apaisement, etc. Donc, l'école commence à jouer un rôle dans cet accompagnement des enfants ayant un trouble du neurodéveloppement. Je voudrais qu'on finisse en parlant recherche. Est-ce qu'on peut imaginer un jour éviter l'apparition de la maladie, voire guérir cette maladie? Mais même si on ne l'appelle pas maladie, ce trouble du spectre autistique. Vous posez bien la question, c'est-à-dire qu'il y a des formes extrêmes dans lesquelles on a envie de corriger un certain nombre de choses parce qu'on sait que le développement va être très handicapant et qu'il faut probablement inverser très tôt les trajectoires, essayer de donner le maximum, y compris par des thérapies très parfois sévères ou agressives sur le plan médicamenteux, parce qu'on veut vraiment essayer de changer les choses. Et à l'autre bout du spectre, il y a des gens qui ont un développement qui leur permet de vivre correctement, et eux, ils s'ouvrent beaucoup plus de l'inclusion, de la question de l'adaptation de l'entourage, du métro, du train, du lycée, de l'université, et qui ne cherchent pas à être corrigés sur leurs symptômes. Et donc, du coup, vous avez vraiment ce spectre aussi dans la conception, mais même dans l'intervention et dans ce qu'on doit faire. Et si on écoute la parole des personnes concernées, c'est la meilleure façon de faire des bons choix à un bon moment. Et c'est-à-dire éventuellement, effectivement, de considérer que ces enfants, s'ils ne sont pas en souffrance, doivent être adaptés avec leurs différences. Il faut aujourd'hui réhabiliter le concept de neurodiversité. On n'est pas tous égaux. Ça, on le sait dans plein d'autres domaines, mais y compris sur la question du développement cérébral. Et c'est une richesse. La neurodiversité, c'est une richesse. Il faut évidemment aider ceux qui en ont besoin et adapter les situations, l'environnement pour ceux qui vivent ces particularités. Et la recherche est essentiellement génétique ou pas? Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations. La recherche génétique, c'est celle que je porte et je suis très content de le faire, mais il y a un investissement dans tous les domaines. Vous parliez du microbiote, en imagerie, en EEG, y compris des recherches interventionnelles pour essayer de améliorer les accompagnements et surtout de mesurer l'impact de ces accompagnements. C'est très important. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli Radio France et également découvrir les 4 épisodes que la série documentaire LSD a consacrés à l'autisme. Merci infiniment.